Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Donc bonjour Fiona. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Librée, que tu connais bien puisque tu l'as beaucoup écouté. Exactement. Aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir derrière le micro pour que tu partages ton parcours, ton chemin vers la maternité, puisqu'on s'est connus au cabinet. Tu étais venue me consulter pour de la naturopathie, mais aussi du psychogestionnel. Oui. Et c'est marrant parce que je me suis souvenue, avant qu'on débute cette interview, que quand tu étais venue pour le psychogestionnel, tu m'avais dit ne pas vouloir d'enfant. C'est ça. Et donc on a fait pas mal de chemin ensemble. C'est ça. Et j'aimerais beaucoup aujourd'hui que tu partages ton expérience et qu'est-ce qui a fait que toi, ton désir d'enfant, finalement s'est transformé, ton non-désir d'enfant s'est transformé en désir d'enfant. Ok. C'est vrai qu'initialement, donc, on avait fait de la psychogestionnelle ensemble. Et puis, il y a eu surtout une séance particulière qui était vraiment de mon historique familial et, on va dire, un petit peu l'origine de ma naissance. Et tu m'avais fait faire un atelier pratique, on va dire. Et de là, de cet atelier pratique, on en a parlé. Et tu m'as dit une phrase qui vraiment m'a percutée. Et je pense que en fait, cette phrase, elle a été dans mon cerveau, dans mon cœur. Et elle a grandi. Et je me suis aperçue qu'en fait, des fois, on ne veut pas d'enfant. Mais c'est pas forcément une idée préconçue. Mais on pense qu'on n'en veut pas. Mais on va pas forcément gratter en fait un peu l'origine. Et c'est vrai pourquoi on n'en veut pas finalement. Le pourquoi on n'en veut pas. Est-ce que toi, avant qu'on fasse le travail ensemble, tu l'avais déjà un peu identifié, le pourquoi t'en voulais pas, ou tu te faisais une autre idée de... Alors j'avais vu une psychothérapeute pour vraiment un suivi, on va dire, entre guillemets médical. Et je me suis vite aperçue que c'était plutôt théorique et... moi, j'avais besoin peut-être que ce soit un petit peu plus... Parce que parler à côté de quelqu'un qui vous dit oui, non, peut-être, et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça ne fait pas forcément avancer. Alors que les ateliers qu'on a fait au fur et à mesure, il y en a qui m'ont aidé, on va dire, c'était des petites marches. Et il y en a vraiment une qui a été décisive pour moi, quoi. Et en fait, ça a vraiment mis un point de focus sur... Voilà, c'était par rapport à mon histoire perso. Côté paternel et je me suis dit oui, la révélation elle est là, c'est ok, j'ai eu cette historique là, j'ai eu cette vision là. On croit toujours qu'on va reproduire le schéma parce que c'est ce qu'on nous dit, hein. Et le on nous dit des fois c'est pas forcément très bénéfique pour nous et du coup comprendre, l'accepter et se dire ok, mais c'était sa vie, c'était pas la mienne. Et voilà. Il a fait des choix avec ce qu'il avait, comme au vu de son histoire, de son historique, d'où il en était dans sa vie. Et il a fait ce parent du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait à ce moment-là. Voilà. Mais c'est pas la mienne en fait de vie. C'est ça. Je vais pas reproduire forcément la même chose. Exactement. Et en plus, je fais le travail pour me libérer de ces schémas éventuels, de ce qui m'a été transmis. Et donc la réflexion que tu m'avais faite lors de cette séance, elle était vraiment, elle a été vraiment, vraiment une révélation. Et en fait, c'est comme je disais, elle a été vraiment dans ma tête, dans mon cœur, et elle a germé jusqu'à temps qu'un jour, au mois de décembre, en 2021, j'ai fait un test de grossesse, et mon test de grossesse était positif. Ok, est-ce que cette grossesse, tu l'avais prévue ? Est-ce que c'était tout timé ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, il y a des choses qu'on ne décide pas forcément. Je pense que... D'ailleurs. La petite graine qui était dans ma tête, il a fallu qu'elle... le corps était quand même un petit peu verrouillé, l'esprit aussi. Donc, je pense que ça a mis aussi le temps de digérer tout ça et de se faire à l'idée...
ok, ben je ferai du mieux et il n'y a pas de modèle et il n'y a pas de raison que les autres y arrivent et pas moi. Et j'avais aussi dans mes petits soucis des besoins de contrôle, etc. Donc le besoin aussi de se dire, bah là on contrôle pas, il y a du lâcher prise et ça va le faire et pas de problème quoi. Et c'est vrai que je sentais au fond de moi que j'étais enceinte. Après, on a toujours besoin de ce petit truc qui dit oui. Et puis alors moi, comme je suis un petit peu, voilà, Saint Thomas, il faut croire. Donc évidemment confirmé par une prise de sang. Et à ce moment-là, moi qui croyais que j'allais être complètement paniquée à cette annonce, pas savoir gérer, bah, ça m'a mis une très grande joie intérieure. Trop bien. Ok. Et comment s'est passée ta grossesse ? Est-ce qu'il y a eu des moments plus confrontants ? Est-ce que tu as eu l'impression que... Bah justement, le travail que tu avais pu faire en psychogestionnel, il te servait, ou est-ce que justement il y a des choses que tu percevais peut-être qui te touchaient émotionnellement et que tu savais peut-être plus facilement la provenance ou... Alors c'était surtout par rapport aux émotions, gérer de comment je le tiens, pourquoi j'ai cette peur, où elle me vient, savoir la visualiser, de se dire ah oui mais c'est par rapport à ma vie perso, ça vient de là, ok je le gère, mais toi comment tu penses, ouais, de se remettre à notre niveau, de se dire oui bah j'ai peur de ça parce que, ou j'ai peur du non-contrôle parce que, et de savoir en fait où le trouver, de quel parent, de quelle famille, de quel voilà, enfin arriver à le retracer. La source quoi. La source et de se dire ok ben je le gère, j'ai cette appréhension, j'ai ce point-là, mais ok je sais d'où ça vient, on va le gérer tranquillement. Et sinon moi j'ai eu une grossesse très suivie, alors forcément j'approchais la quarantaine, donc déjà bon, ben, on a des batteries d'examens un petit peu particuliers, et puis c'est vrai que moi mon corps a été un petit peu lent au démarrage, donc j'avais un petit peu plus d'examens que les autres de surveillance, donc des échographies tous les mois, des prises de sang tous les mois, et en plus parce que j'avais un médecin très particulier qui me faisait voilà, des examens très poussés tout le temps, pour être sûr. Donc okay. Moi qui aimais le contrôle, bon bah là j'étais plutôt assez rassurée. J'étais bien contrôlée. Peut-être trop, mais voilà. Mais c'était ton besoin. C'était pas vraiment un besoin, je sais qu'il fallait passer par là et moi qui étais un peu sur mon nuage à me dire trop bien, je suis enceinte, je suis trop contente d'être enceinte, bah tous les mois ces contrôles, ça me faisait rappeler qu'au final, oui c'est trop bien, mais alors la grossesse c'est trop bien, mais ça nous rappelle quand même à la réalité qu'il vaut mieux toujours tout vérifier. Enfin, voilà, Parce que c'était quoi le risque pour toi dans ta grossesse ? En fait, mon bébé n'a pas très bien grossi le premier trimestre. D'accord. Donc, on partait sur ce qu'ils appellent un petit poids. C'est-à-dire qu'à la naissance, même s'il avait été à terme, il aurait eu un poids de prématuré. Ce qui s'est passé, puisque ma fille, quand elle est née à 8 mois, elle est née à 1,8 kg. Donc, qui n'est pas beaucoup. Donc, il fallait quand même regarder si elle évoluait quand même bien. Il fallait qu'elle évolue, parce que voilà, j'ai su a posteriori que si elle n'avait vraiment pas évolué, j'aurais pas pu la garder. Et puis après, c'était sinon, si vraiment à un moment ça stagnait, c'était accoucher prématurément pour pouvoir la mettre en couveuse et lui amener ce que moi je n'arrivais pas à lui amener. Donc extra-utéro quoi. Est-ce que ça, il y avait une raison particulière ? Tu as su un peu les raisons médicales ? La raison médicale, pour faire très simple, c'est juste que le sang, l'artère qui amène le sang au placenta n'a pas marché tout de suite. C'est un peu, donc, ce qui met vraiment un coup de jus au premier trimestre, ça s'est pas passé et en fait j'ai loupé, la croissance de mon bébé a été un peu loupée sur les 3 premiers mois, c'est-à-dire qu'elle n'a pas évolué à la vitesse qu'il aurait fallu pendant ce premier trimestre. Mais après ça n'a pas eu d'incidence sur son état de santé? Après après ça s'est passé normalement, mais sauf qu'effectivement comme au premier trimestre ça avait pris du retard, forcément on voulait quand même voir qu'après mes artères marchaient bien et que bébé était bien alimenté en sang. Ok, comment ça s'est passé donc après pour toi la grossesse? Donc il y a eu tous ces contrôles, donc toujours un peu peut-être le stress de l'avant-contrôle et le soulagement d'une fois que c'est fait de savoir que tout va bien, je suppose. C'est ça, ouais. Après j'avais une sage-femme qui était très bien, donc qui nous a pas mal informé sur tout ce qui était allaitement et sur tout ce qui était accouchement par voie basse, naturelle. Donc à chaque fois que j'allais au cours, j'étais dit bon l'allaitement, je me disais
Bon, peut-être de 3 mois, enfin voilà, la tétée d'accueil, pourquoi pas. Bon, on verra, je me suis dit ça, on verra plus tard, on verra sur le moment. Je pense qu'il y a des choses on peut pas forcément trop anticiper. Par contre, l'accouchement, je m'étais dit, c'est sûr, moi, pas de péridurale, tac, voie naturelle, ça va se passer nickel. Alors elle me dit, ouais, mais vous savez, le premier, ça fait un peu mal. La douleur, vous inquiétez pas, je fais beaucoup de sport, je fais du trail. La douleur, je connais, pas de problème. Donc j'étais sûre de mon coup. Ok. Et alors, comment ça s'est passé ? Du coup, alors oui, j'étais sur mon accouchement par voie basse naturelle, et puis il s'est avéré que on est parti en vacances à mon 8e mois de grossesse. J'avais tous les feux verts, hein, bien sûr, de tous les médecins que j'avais pu rencontrer pour toutes les visites, le col, le sang, tout ce que vous voulez. Et puis on était sur Montpellier et j'ai perdu les os. On était sur notre montée, donc j'habite sur Chambéry. Donc j'ai perdu les os. Donc il fallait que je reste sur Montpellier, en maternité de catégorie 3. En plus, petite cerise sur les gâteaux, je ne savais pas, mais j'avais attrapé la Covid. Donc certains médecins m'ont dit qu'il y avait peut-être une corrélation, parce qu'ils avaient eu pas mal de femmes qui avaient accouché, qui avaient perdu les os prématurément du fait d'avoir contracté la Covid. Voilà, et donc coincée à Montpellier pendant la canicule dans une chambre à 30 degrés. Donc j'étais pas mal pour ma fin de vacances. Après, j'ai réussi à avoir le transfert sur Chambéry, qui est aussi catégorie 3. Donc catégorie 3, c'est pour les prématurés ou comme mon bébé, les petits pois. Ça, c'était 5 jours plus tard. Donc je suis arrivée à Chambéry un jeudi. Et puis il n'y a plus d'eau dans la poche, donc votre bébé, quand il y a des contractions, ce qui est normal en fin de grossesse, il se fait un petit peu écraser par les contractions, et du coup elle devenait de plus en plus violente, le bébé était de plus en plus écrasé et son rythme cardiaque ralentissait assez, c'était un petit peu paniquant pour moi qui regardais les monitorings, et je me disais oh là là, voilà. Et puis du coup on m'a dit écoutez, on va vous provoquer votre accouchement. Donc je me suis dit très bien. Mais là tu avais déjà des contractions? J'en avais, oui, mais je les sentais pas spécialement, c'était pas des grosses contractions, c'était des contractions de fin de grossesse, mais comme le corps se met en marche pour. Se met en travail, oui. Voilà, c'était pas vraiment un travail, quoi. Voilà, et puis finalement on m'a annoncé un travail qui serait déclenché. Et puis finalement, les contractions faisaient trop de mal à mon bébé. Et au final, on m'a dit non, on va aller en salle de naissance et puis on va faire une césarienne en urgence. Ah! Et donc, césarienne en urgence. Alors j'avais écouté les podcasts Mama Libré sur accoucher sans médicaments, sans péridurale. En plus, j'étais à Chambéry, j'écoutais, je me préparais mentalement. Je me suis dit, il y a un moment, ça va bien finir par arriver. Donc pas de souci, j'étais calme et détendue. Par contre, césarienne, je savais pas du tout comment se passait. J'avais pas du tout regardé que c'était une opération. Alors j'avais complètement éludé le truc. Et c'est vrai quand vous descendez et puis en une demi-heure c'est terminé, vous avez à peine le temps d'appeler le papa pour qu'il vienne, et en fait vous êtes seul et voilà. Et du coup ça va très très vite, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Et c'est vrai que peut-être j'aurais dû être un peu moins positive sur ma grossesse, et j'aurais peut-être quand même dû regarder en quoi consistait une césarienne, voilà, parce que voilà, c'est quand même une opération et c'est moins glam qu'un accouchement par voie basse. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, justement ? Ce côté vraiment très médicalisé, ça fait bizarre pour une naissance. On n'est pas du tout juste. Enfin, moi, je m'étais fait à l'idée de pousser, d'avoir mal pour engendrer cet enfant, parce que c'est le plus beau cadeau de la vie. Et du coup, ça se mérite, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est naturel. Et voilà quoi. Et ça fait partie de notre rôle de femme, de maman. Et je trouvais que c'était magnifique. Voilà, je trouve que c'est un pouvoir pour nous femmes de donner naissance. C'est pas donné au mari, à ce jour. Et en même temps, quoi qu'il arrive, tu as donné naissance. Oui, mais c'est vrai que le souci, c'est que quand on fait une césarienne, on se sent pas vraiment maman. Okay. On donne naissance. Mais comme on n'est pas passé par les affres de l'accouchement, du coup, on se sent moins femme. Okay. On se sent moins mère. C'est ce que tu as ressenti. Ouais. Okay. Parce qu'au final, on vous fait une incision, on sort le bébé et puis c'est terminé. Ok.
Et c'est vrai que moi, ça s'est passé en 20 minutes. Hein. Donc, c'est pas... certaines mères, peut-être, qui écouteraient, diraient « Ouais, bah moi, mon enfant, il a mis 10 heures, 12 heures, bah, j'ai galéré, 20 minutes, c'est super. » Ouais, mais quand on est maman pour la première fois et on voulait un accouchement dans les règles, entre guillemets, naturelles, et que ça se fait pas, on se sent... Ouais. Comme si on t'avait dépourvu de quelque chose. Ok. Et comment ça s'est passé alors l'après ? Et ben l'après, ce qui a été quand même rassurant pour moi, c'est que ma fille a pleuré tout de suite, donc ça c'était bien. Bon, elle a été un petit peu mise sous oxygène, voilà. Donc elle est née à 1,8 kg, voilà. Les médecins m'avaient dit à peu près 1,9 kg, donc ils ne s'étaient pas trompés. Après, c'était en service néonatologie à Chambéry pendant une semaine. Et ça aussi, je trouve qu'on n'est pas prêt. Non. On n'a aucune idée de commencer en service néonat, de qu'est-ce qui se passe. Enfin, on ne se prépare pas. Alors peut-être que toi, tu t'étais un peu préparé à ça, vu qu'on t'avait dit peut-être un petit bébé. Pas du tout. Non, même pas. Non. Tu vois, c'est hyper intéressant. Non, moi j'étais sur mon nuage, tout allait bien se passer et bon c'est très bien, hein, mais du coup c'est vrai qu'on a été séparés une semaine, donc moi dans ma chambre j'étais toute seule. J'étais en unité kangourou, donc en fait c'est les unités quand le bébé est en néonatologie et que la maman est là, donc c'est une unité particulière, vous avez des sages-femmes et des médecins plus pour vous du coup. Okay. Donc vous êtes bien encadrés. Mais du coup, on a été séparés une semaine, donc j'entendais tous ces bébés autour de moi qui pleuraient et les mamans qui se baladaient dans les couloirs pour essayer de calmer leur bébé. Et moi, j'étais une maman sans bébé, quoi. Et pourquoi tu pouvais pas être en lien et en contact avec elle ? Alors parce que ma césarienne s'est mal passée. J'ai eu des infections, j'en ai eu 2, je l'ai dit au corps médical, qui ne savait pas trop s'il fallait rouvrir la cicatrice. Donc il y a eu un hématome, un deuxième, qui est arrivé en même temps que ma montée de lait. Donc du coup, pour mon allaitement, on m'a dit, là, vous avez 2 types d'hormones qui s'entrechoquent, donc comment on va s'organiser, donc parce qu'il y a la montée de lait et donc l'infection. Donc le souci, c'est que je pouvais pas me déplacer toute seule, ça m'était impossible de me lever. Donc si mon conjoint n'avait pas été prendre une chaise roulante pour m'emmener voir ma fille le lendemain, personne m'aurait emmené voir ma fille le lendemain, quoi. Parce que bon, c'est comme ça, le personnel était saturé et je comprends qu'on a autre chose à faire que de s'occuper d'une maman qui peut pas se déplacer toute seule, je le conçois, mais c'est difficile déjà de pas avoir eu l'accouchement qu'on souhaitait, de pas voir son bébé. Moi je voulais faire du pot à pot toute la première nuit. Heureusement, mon conjoint, du coup, est resté jusqu'à 5h du matin avec notre fille sur son torse. Donc, il voulait pas le faire au début et voyant ce petit être, il s'est dit « Mais non, mais en fait, il faut que je le fasse pour la maman, quoi. » Et du coup, après, voilà, j'ai pu descendre en chaise roulante par la suite, quoi. Mais j'avais pas mon bébé avec moi. Et il m'a été amené qu'une semaine plus tard parce que on lui donnait des choses par le cordon. Elle avait un lit chauffant, elle avait des contrôles pour le cardiaque, etc. pour voir que tout aille bien. Le cordon Ouais, vers l'entrée du cordon. Ouais. On continue de l'alimenter de cette manière. Ouais. D'accord, ok. Et puis il y a un sage-homme qui est super, qui est venu me voir quand j'étais rentrée dans ma chambre, qui m'a dit vous voulez allaiter ? J'ai dit moi je savais pas quoi faire. Je me suis dit je suis séparée de mon bébé, il est pas là, je peux pas le mettre au sein, comment on fait ? Il dit on va faire de l'expression manuelle, ça vous dit ? Je dis on peut essayer. Et puis du coup pendant cette semaine j'ai donné mon colostrum comme ça. Et toutes les 3 heures, en fait, j'appelais une sage-femme parce que j'arrivais pas à le faire. Donc je rageais de devoir déranger quelqu'un. Et après, mon conjoint me disait « Ah là là, en service néonat, elles sont tellement contentes que tu donnes ton colostrum pour notre fille, c'est super, c'est incroyable. » Puis je croyais que ce que je donnais, c'était pas beaucoup, mais en fait, j'ai appris par la suite que le colostrum, c'est un petit concentré de bonnes choses. Et puis, en fait, du coup, on m'a dit, l'allaitement, vous en avez tout. Je dis, écoutez, j'aimerais le mettre en place. Et donc, on m'a amené mon meilleur ami pour la vie, le Medela Sympholie, c'est-à-dire le tire-lait, qui est devenu mon meilleur ami pendant quelques mois. Comme la montée de lait avait été mise à mal par mes infections de césarienne, en fait, il a fallu que je fasse ma montée de lait mécaniquement. Donc les sages-femmes étaient un peu embêtées pour moi, mais elles m'ont dit si ça vous tient à cœur, toutes les 3 heures, il faut tirer votre lait pour donner à votre bébé, sachant que je la mettais quand même au sein, mais comme c'était un petit bébé qui n'avait pas beaucoup de force,
Elle tétait peu et voilà. Donc il fallait tirer quand même et on lui donnait, elle avait une sonde nasale, donc on lui donnait le reste du lait par sonde nasale. Donc j'avais les tétés pesés, donc tétés avant, tétés après pour savoir combien elle prenait. Parce que j'avais droit de sortir de l'hôpital une fois que ma fille aurait passé 2 kilos. Ok. Et sachant qu'à la naissance, vous perdez toujours 10% de votre poids et ma fille était tombée à 1,6 kg. Donc il a fallu gagner 400 grammes. Ok, quand même. Et alors, vous êtes sortis au bout de combien de temps ? Alors, on dirait qu'on est dans un escape game. Alors, c'était l'escape game de la maternité. Je suis sortie. Voilà, alors bon, bref. Je suis sortie après 1 mois après mon accouchement. Ok. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, en tout, je suis restée hospitalisée 1 mois et 1 semaine, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé Qu'est-ce que tu aimerais partager aux femmes aujourd'hui qui pourraient nous écouter? Et puis pour que, je sais pas, pour celles qui seraient enceintes, à la limite qu'elles puissent se préparer ou, tu vois, se prémunir de, voilà, si ça m'arrive, si j'ai un bébé qui est prématuré, si j'ai une césarienne. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme information? Peut-être, alors c'est sûr qu'on est dans nos certitudes, alors je pense que les hormones jouent aussi, que c'est vrai qu'on est des Wonder Woman et que du coup on est dans nos hormones et tout. Peut-être, alors moi qui étais la reine du contrôle, pour le coup, je me suis un petit peu surprise à plus du tout rien vouloir contrôler et se dire que tout allait bien se passer, donc sans tout dramatiser et aller lire beaucoup de choses dramatique, voilà, mais juste sans aller lire le pire, voilà, quand même s'informer de ce qui est possible, des choses c'est qui ça. peuvent se passer. Ouais. Et c'est vrai qu'après, ma sage-femme en avait parlé et moi je lui avais dit à césarienne non, jamais. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup évoqué non plus avec elle. Et c'est rarement un choix. C'est vrai. Après, j'avais des personnes qui faisaient avec moi les cours. Elle était phobique des instituts médicaux. Donc elle, pour lui éviter d'avoir une crise d'angoisse, ils avaient programmé une césarienne en avance. Mais voilà. Mais en tout cas, pas avoir de se laisser aller, profiter des bonnes ondes qu'on a, sans se dire que voilà, il y a des choses qu'on contrôle pas, qu'on maîtrise pas. Et moi qui voulais un accouchement par voie basse, je ne l'ai pas eu. Et moi qui pensais ne pas allaiter, aujourd'hui ma fille a 15 mois et j'allaite toujours. Et pourtant, les sages-femmes de la maternité m'avaient dit je ne sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites pour tirer votre lait toutes les 3 heures, pas dormir et tout. Et en fait, c'est pour ma fille. Donc je pense que c'était une histoire de compensation. J'ai pas eu l'accouchement que je voulais avoir. Et j'ai été éloignée de ma fille pendant 1 semaine. Et du coup, moi, ma présence, ma contribution, c'est mon lait. Et en fait, moi qui pensais que l'allaitement, c'était peut-être old school, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et la mise en place, voilà, était un petit peu laborieuse. Mais en tout cas, quand l'esprit veut, le corps suit. Ça, c'est sûr. Parce que voilà, les sages-femmes me disaient que c'était mal parti pour moi. Voilà. Et finalement, 15 mois plus tard, j'y suis toujours. Et pour moi, c'est toujours un grand bonheur d'avoir cet attachement vraiment particulier, ce lien. Et ne jamais dire qu'on n'allaitera pas. Parce que, pareil, voilà, j'avais des certitudes. Et voilà, là, 15 mois plus tard, on n'y est plus du tout. C'est l'inverse. Alors, on ne dira pas que je suis pro-allaitement, mais j'encourage les personnes qui posent des questions à ne pas trop s'en poser. Essayer. Et vous voir le moment venu. Voilà, et d'essayer. Essayer. Moi, pour mon premier enfant, j'avais aucune idée si j'allaiterais ou pas, je me souviens. Et je m'étais dit, j'essaierai peut-être la tétée de bienvenue, quoi. Voilà. Bon, je vous dirai pas le nombre d'années que j'ai allaité. Mais un certain nombre d'années, finalement, parce que, en fait, ça se faisait. Et puis, voilà, après, il y a tellement de choses qui se vivent, qui s'expérimentent et qui sont propres à chacune. Juste se laisser l'opportunité de vivre les choses. Et en effet, je suis d'accord avec toi, finalement, quelque part, abat les certitudes, quoi. Enfin, essayer d'avoir le moins... La seule chose dont on est sûr, c'est que rien n'est sûr dans la parentalité. C'est ça. Et après, il y avait des choses aussi, un moment, parce que je me préparais à cet accouchement naturel, aussi tout ce qui est, je dirais, voie parallèle. C'est-à-dire, ok, moi j'ai vu beaucoup de médecins, des sages-femmes, mais justement voir une personne comme toi, ou voir aussi, moi j'ai vu une sage-femme qui était spécialisée aussi en les aiguilles là, j'ai perdu le nom. En acupuncture. En acupuncture, parce que j'ai été voir quelqu'un en acupuncture pour faire retourner ma fille qui se présentait par le siège, et avec les bâtons de Moxa, ça a marché, ma fille s'est retournée.
Ah oui. Donc Trop bien. j'ai fait cette expérience-là. Après la maternité, pour favoriser ma montée de lait, il y avait une sage-femme qui faisait sur ses temps à part pareil, de l'acupuncture pour faire la montée de lait, que j'ai fait Trop aussi. bien. Génial. Donc, je sais pas si ça a marché ou pas, mais en tout cas, je l'ai fait. Je savais pas que. Enfin, je sais que l'acupuncture a un spectre large d'action, mais c'est génial pour alimenter et stimuler la lactation. C'est ça. Trop bien. Et l'homéopathie. Mm. Voilà. Le ricinus qui marche bien aussi. Tout essayé. Super. Merci beaucoup. Merci Fiona pour ton témoignage. Avec plaisir. Et je te dis à très bientôt sur Mama Libre. Et rien d'impossible. Tout est possible. Tout est possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co. À très bientôt.